Enregistrement en cours. Hi everyone and welcome to this last Bonjour tout le session monde et bienvenue pour cette dernière session de TechNect 21, notre série pour atteindre les enfants qui n'ont reçu aucune dose de vaccin. Le sujet d'aujourd'hui, c'est les vaccinations en milieu urbain. Je vais vous présenter les présentateurs, mais d'abord, vous pouvez écouter cette présentation en français. Pour faire ainsi, vous devez sélectionner le globe en bas de la fenêtre Zoom et vous pouvez choisir la langue que vous voulez. Si vous avez du mal à la trouver, n'hésitez pas à me le faire savoir dans le chat. Je vais redire ça en français pour nos francophones. N'hésitez pas à cliquer sur le globe qui se trouve en bas de votre écran Zoom. Là, vous pouvez choisir la langue français et vous pouvez suivre la discussion en français et vous pouvez même supprimer la voix de fond pour n'entendre que l'interprète. Talking about the chat box. Donc, en parlant du chat, vous pouvez déjà vous présenter et nous dire d'où vous venez et votre nom. Nous avons déjà plusieurs personnes qui sont présentées du Cameroun, du Soudan, de Suisse et d'autres. Bonjour tout le monde et bienvenue. J'espère que vous allez beaucoup aimer cette présentation et pendant cette présentation, si vous avez des questions, n'hésitez pas à utiliser la case Q&A qui est disponible également en bas de votre fenêtre Zoom. N'hésitez pas à poser vos questions à n'importe quel moment. Nos présentateurs y répondront soit pendant la présentation à l'écrit ou après la présentation à l'oral. Pendant la session Q&A, après la présentation. Enfin, cette session est enregistrée et nous allons partager avec vous les liens vers la vidéo ainsi que les diapositives. J'espère que vous allez aimer cette session et je vais passer la parole à Ibrahim. Merci Alex. Bonjour tout le monde. Bon matin, bon après-midi, bonne soirée. Merci de nous rejoindre aujourd'hui pour cette session sur comment atteindre des enfants qui n'ont reçu qu'une dose de vaccin en milieu urbain. Nous avons 3 présentateurs, mais rapidement, je vais vous en parler un petit peu. Je vais parler d'abord un petit peu du programme d'immunisation, vaccination en milieu urbain et vous présenter les présenteurs. Moi, je suis Ibrahim Dadari, je travaille avec l'UNICEF et je suis basée au siège de l'UNICEF, qui est également un point important pour l'OMS. Donc, en fait, le monde devient de plus en plus urbain. On voit des clusters urbains et des clusters urbains également partout dans le monde. Et d'ici à 2050, on estime que 66% de la population mondiale va être urbaine. Nous avons un groupe de référence sur l'équité et l'égalité qui se concentre sur des domaines clés, là où nous avons des enfants qui n'ont jamais reçu de vaccin, des enfants dans certaines communautés qui n'ont reçu aucun vaccin dans des zones importantes. Et parce qu'il y a beaucoup de problèmes, beaucoup de particularités, c'est pour ça que nous nous concentrons là-dessus pour nous assurer un accès universel aux vaccins, y compris en milieu urbain. Nous avons un groupe de travail sur la vaccination urbaine et comme vous pouvez le voir en bas de cette diapositive, il y a la CDC, l'UNICEF et d'autres collègues qui travaillent dessus. Ce groupe travaille de sans arrêt depuis des années pour avoir eu quelques réussites, en particulier avoir développé une boîte d'outils pour la vaccination en milieu urbain. Vous en connaissez peut-être déjà quelques-uns. Ce serait très bien de prendre ça en considération quand vous postulez pour le programme. Donc, nos présentateurs aujourd'hui, nous en avons 3. Ijeoma Agbo, qui est du Nigeria, qui va partager son expérience sur la vaccination en milieu urbain et sur comment atteindre les enfants qui n'ont reçu aucune dose au Lagos, qui est un endroit où il y a des clusters urbains en Afrique. La sœur Mohamed va partager une évaluation des inégalités dans la vaccination de routine parmi les pauvres en milieu urbain dans 4 villes du Zimbabwe. Et enfin, nous avons c'est notre collègue de Tanzanie et ensuite Afad Ahmed est basé au Pakistan et il va nous partager des mises à jour très intéressantes sur une initiative au Pakistan. Et pour aujourd'hui, il va partager sur l'initiative sur la dose de naissance faite 21/24 au Pakistan. Maintenant, je vais passer la parole à Ijeoma pour commencer. Ijeoma, à vous.
Merci beaucoup, Ibrahim. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon expérience au Lagos sur la vaccination en milieu urbain et la façon d'atteindre les enfants qui n'ont reçu aucune dose. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, juste comme Ibrahim l'a mentionné, au Nigeria, c'est un pays en Afrique subsaharienne et nous avons un taux de 3,2% de vaccination. Nous avons une population urbaine qui se développe très, très rapidement. Et donc, ce qui montre également que nous avons une grande partie de notre population qui habite en zone urbaine. Le Nigeria était une grande proportion des enfants qui n'ont reçu aucune dose de vaccination en Afrique. 2,4 millions d'enfants qui n'ont reçu aucune dose dans le pays. Et même s'il y a eu des progrès considérables ce qui concerne la couverture vaccinale, nous avons toujours un gros problème au niveau des zéro doses. Atteindre les enfants qui n'ont reçu aucune dose est devenu une grosse priorité, surtout qu'une fois que ces enfants non protégés, c'est la cause des problèmes de maladies qui se développent dans des communautés déjà démunies. Et ils ne reçoivent souvent pas les services de base. Un enfant qui n'a reçu aucune dose, ça veut souvent dire que la mère n'a aucune aide non plus avant la naissance, et bien sûr qu'il y a une grande inégalité entre les genres. Il faut comprendre un petit peu le contexte au niveau des zéro doses. Donc, nous avons vu ça au Lagos déjà avant de développer une stratégie. Diapositive suivante. Donc, juste pour vous expliquer un peu la démographie du Lagos. Le Lagos n'a pas beaucoup de terrain, mais par contre, c'est une des populations les plus larges. C'est la deuxième population la plus large dans le pays. Nous avons 14,9 millions de personnes. Donc ça, c'est le dernier recensement qui a été fait en plus par le gouvernement fédéral. Nous avons 20 LGA et nous avons une grande partie de la population qui habite en zone urbaine et une partie qui habite dans des lagons, des îles et des zones sableuses. J'aimerais pointer que nous avons 376 hôpitaux, mais la plupart n'ont pas de centre de santé. Et il y a bien sûr un gros problème au niveau des points d'accès. Avec cette population très large, nous pouvons voir que même si nous avons une bonne couverture quand il s'agit de Penta 3 ou Penta 1, il y a toujours une forte population qui n'a pas été atteinte au niveau de la couverture vaccinale. Diapositive suivante. Donc, comme je l'ai mentionné, nous avons une forte proportion de communautés qui sont considérées comme des bidonvilles. Et 114 bidonvilles sont reconnus au Lagos. Donc, qu'est-ce qu'un bidonville? C'est un habitat qui est caractérisé comme n'étant pas adéquat et ne recevant pas les services de base. Souvent, un bidonville n'est même pas reconnu ni traité par les autorités publiques comme faisant partie de la ville. Donc, les événements d'un bidonville et les défis qu'ils présentent, que vivre dans un bidonville présente, c'est qu'ils ne sont pas considérés comme une priorité, ils sont marginalisés, ils sont loin des services de santé et des services sociaux. Et également, le focus est souvent sur les services plutôt que d'empêcher les problèmes. Donc, on doit planifier, il y a assez de points pour planifier la management, la coordination. Et bien sûr, la population est assez difficile à définir pour les institutions de santé. Parfois, ils ne sont même pas capturés parce que la population est différente tous les jours et de temps en temps, il faut qu'on aille sur place pour s'assurer que la population est enregistrée. Diapositive suivante. Donc, il y a une urbanisation qui augmente au niveau. Et nous avons vu des épidémies qui ont commencé, en particulier dans les bidonvilles.
Donc, même si nous avons eu une bonne couverture, ce que nous sommes considérons comme une bonne couverture, entre 70 à 80% au cours des années passées, il y a toujours un fort nombre d'enfants qui n'ont reçu aucune dose de vaccin. Et nous avons eu 7 épidémies au cours d'un an et demi passé. Et il faut mentionner aussi qu'il y a eu le vaccin pour le poliovirus, mais il y a eu également une épidémie de rougeole, une épidémie de choléra qui était du fait des conditions sanitaires. Diapositive suivante. Donc, je vais vous montrer une analyse au niveau de la couverture de Panta depuis 2017 jusqu'à nos jours. La couverture pour Panta 1 n'a pas été suffisante. On espérait atteindre 85%, mais on n'a pas eu autant. On a eu entre 70 et 85%. La couverture que nous avons obtenue et jusqu'en août de 2022, en regardant les enfants qui n'ont reçu aucune dose, de 2017 à 2019, il y a eu un déclin. Et bien sûr, ça a augmenté en 2020 parce que c'est du fait de la pandémie de Covid. Il y a eu un léger déclin l'année dernière. Et il y a eu quelques interventions qui ont été assistées par l'UNICEF ainsi que d'autres partenaires, comme en particulier le ministère de la Santé, mais il y a eu un déclin d'environ 90 000 personnes. Donc, c'est juste pour vous donner un petit aperçu de 2021, que nous avons reçu cela il y a environ un mois. Et c'est pour vous montrer en gros le Lagos en comparaison avec d'autres États. Et de ce qu'on peut voir, c'est que nous sommes le deuxième plus élevé au niveau de Panta 3. Panta 3, nous avons environ 80%. Et c'est vrai que nous avons une forte population, une forte urbanisation au Lagos. Donc, malgré cette couverture, nous avons toujours un nombre très élevé d'enfants qui n'ont quand même pas reçu de dose. Donc, l'État de Lagos, c'est un des États qui a mis en œuvre le pilote au niveau de la campagne SIA en juillet 2022, dans laquelle nous avons intégré le vaccin contre la rougeole, des suppléments de vitamine A, le vaccin contre la COVID-19 et les vaccins RI afin de réduire les nombres de zéro dose. Et cette diapositive montre un peu la couverture dans l'État. Nous avons réussi à atteindre beaucoup d'enfants qui n'auraient pas reçu leur vaccination de routine. Et nous sommes appuyés sur cette campagne pour les atteindre également. Nous avons ainsi atteint un certain nombre d'enfants qui n'avaient reçu aucune dose cette année. Donc, pour parler des stratégies, pour parler des stratégies urbaines au niveau, le conseil de soins de santé au Lagos a essayé de comprendre quelles étaient les barrières, ce qui empêchait la vaccination. Et nous avons reçu des informations de la part des institutions de santé. Donc, nous avons fait des interviews auprès de LGA, auprès d'hôpitaux. Vous pouvez voir à la gauche et regarder les noms de ces LGA, de ces hôpitaux. Nous avons eu 26 discussions de groupe et également 26 interviews avec des informants clés. Nous avons certains critères d'inclusion dont vous pouvez lire le guide, et il y a eu une analyse de données qui a été également effectuée en utilisant, qui a ensuite été transcrite, codée et analysée. Donc, voici un résumé de ces conclusions, des conclusions de nos discussions de groupe de focus. Donc, pour essayer de comprendre un petit peu quels étaient les problèmes, ce qui empêchait la non-utilisation des vaccins. Et on peut voir que plus de la moitié des personnes qui donnent les soins
ont un problème d'accès au niveau des services de santé en ce qui concerne les maladies infantiles. C'est un nombre très élevé, mais c'est compréhensible vu que le Lagos a une grande population. Et ce sont les informations que nous avons reçues des professionnels de la santé. Donc, pour comprendre les barrières à l'accès, ce qui empêche l'accès aux services de santé, principalement, c'était une mauvaise attitude des professionnels de la santé, ainsi que des temps d'attente élevés et des mauvais services. Les temps d'attente ont eu un énorme impact. La plupart des professionnels de la santé ont décidé de partir souvent pour des endroits qui leur plaisaient plus. Il y a très peu d'institutions de santé et cela fait que tout ça cause des temps d'attente qui sont beaucoup trop élevés pour le patient. Également, les professionnels de la santé sont fatigués. Parfois, l'attitude envers les clients n'est pas ce qu'on attendrait d'un professionnel de la santé. Certaines des autres raisons qui sont discrètes. Donc, pour parler de certains des efforts qui ont été effectués par l'État, que l'État a décidé de mettre en œuvre, de ce qu'on parle, c'est d'une stratégie urbaine pour répondre à ce problème de couverture. Et ça a été fait dans les LGA où il y avait beaucoup de zéro dose au Lagos. Donc, les zones thématiques, c'était par exemple, il y avait le management et la gouvernance, ainsi, et ça allait jusqu'à assurer la qualité. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est appuyé sur ce qu'on avait déjà au niveau de la coordination. On a essayé de s'appuyer sur les groupes techniques, de travail technique. Et avec cela, nous avons travaillé au niveau des LGA et on les a laissés développer leurs propres micro-plans. Ces plans sont généralement développés tous les ans, mais on s'est assuré de leur expliquer et que ce soit mis à jour. Et on met ça à jour régulièrement. Nous assurons également que tous les mois, les groupes de travail technique s'occupent au niveau des LGA de regarder la performance au cours du mois passé et de corriger, de prendre des mesures correctives s'il y a besoin. Quand on parle des ressources humaines au niveau de la santé, ce qu'on a fait, c'est s'appuyer sur les capacités qui existaient déjà et sur la communication interpersonnelle. Ça, c'était très important, en particulier vu les résultats de l'évaluation qui avait été effectuée. Nous avons essayé de résoudre les problèmes de lacunes au niveau des ressources humaines et on s'est appuyé également sur les ressources humaines qui avaient été déjà mobilisées pour le vaccin contre la COVID-19 et on a également fourni une assistance au niveau de cette stratégie zéro dose. Et nous avons fait cela au niveau local des LGA. Certains autres partenaires ont également aidé l'État, par exemple au niveau de l'académie de vaccination, pour s'assurer que les professionnels de la santé pouvaient continuer à être formés en. Quelque chose qui était également très important, c'était l'engagement au niveau de la communauté et la stratégie au sein de l'État. Nous avons également assisté pour s'assurer que les travailleurs de la santé étaient formés pour qu'ils aient également des stratégies au niveau de la communauté, parce qu'il faut qu'ils puissent dépendre. Ils dépendent également des dynamiques de la population qu'il y avait. En particulier, dans les LGA qui avaient un fort influx de migrants, on a dû s'assurer que ce soit fait. Nous avons également renforcé les institutions de santé au niveau de la communauté pour identifier et suivre les personnes qui ne faisaient pas suite à leur vaccin et s'assurer de faire ça au niveau de la communauté et améliorer la demande pour les services. Pour l'approvisionnement en vaccins, on a dû s'assurer que les livraisons de vaccins soient faites jusqu'au dernier kilomètre en utilisant le modèle push et en faisant des calculs en se basant sur la vraie consommation des vaccins. Et les LGA ont dû également s'assurer de gérer l'équipement de la chaîne du froid correctement. Au niveau du service, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait 3 LID
avec, au niveau des 11 LGA qui avaient le plus moins d'enfants vaccinés. On a été assisté par l'UNICEF. C'était important de s'impliquer auprès des institutions de santé afin de mener des activités de vaccination de routine et de développer des stratégies. Et au niveau des professionnels qui donnaient des soins de santé, on a dû également s'assurer de faire des opérations pour assurer la qualité. Et des données ont été capturées sur la qualité pour voir ce qui avait été fait. C'est là où on regarde les données, on s'assure de capturer les données correctement et de s'assurer que tout est fait dans les temps afin que les données soient collectées dans le système. Diapositive suivante, s'il vous plaît. Donc, certaines des leçons que nous avons apprises, c'est que même si ça a été un essai, ça doit être approuvé par le Conseil de santé au niveau de l'État. Et les leçons que nous avons apprises, nous savons maintenant ce qui doit être mis en œuvre et ce qu'on va faire mieux pour s'assurer que l'État a le contexte afin d'appliquer cette stratégie. Et ça doit être fait avec des partenaires de développement, en particulier du secteur privé. Nous avons besoin de davantage d'implication de la part du secteur privé au niveau de la vaccination, en particulier quand il s'agit de nouveaux sites de vaccination, même en termes d'ouvrir de nouveaux sites de vaccination, parce que nous avons encore environ nous devons également nous concentrer très fort sur l'implication de la communauté afin d'atteindre les enfants qui n'ont reçu aucune dose et d'assurer un accès aux services importants pour s'assurer que les services NRP soient fournis au niveau des centres. Et nous devons continuer à superviser en utilisant notre application mobile, ce qui a amélioré effectivement les délais. Mais nous devons également regarder la façon d'améliorer cela afin de renforcer la qualité des données. Nous devons nous assurer que les services de santé soient améliorés les week-ends pour que les gens puissent être vaccinés même en dehors des centres qui font des heures ouvrées normales. Et nous devons améliorer la synergie entre vaccination de routine et vaccination contre la COVID. C'est une campagne que nous avons faite cette année et c'est quelque chose que nous devons faire un petit peu mieux quand il s'agit de mettre en œuvre nos campagnes. Nous devons continuer à appliquer cette vaccination de routine. Donc, je pense que ça fait partie des leçons que j'ai apprises au niveau de l'État du Lagos et je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup, IGA, pour cette présentation enthousiasmante et je sais que nos participants ont beaucoup de questions dans les commentaires. N'hésitez pas à ajouter votre question ou votre commentaire dans le chat. Ensuite, maintenant, nous allons passer la parole au Zimbabwe. Donc, Nasser, s'il vous plaît, donnez-nous un peu cette évaluation sur la vaccination de routine. Merci Ibrahim. Bon après-midi mes collègues. Bon matin pour ceux qui sont dans une zone horaire différente. Je vais vous parler de l'évaluation des inégalités au niveau de la vaccination de routine dans les populations urbaines pauvres. En se concentrant sur 4 villes, vous pouvez voir Harare, Chitun-Giza, Bulawayo et Kweke. Et cela a été fait depuis 2020 pendant la période de COVID. Donc, diapositive suivante. Donc, pour vous donner un petit peu de contexte au niveau du Zimbabwe. Donc, nous avons fait ça en 2020. Donc, quand vous regardez la couverture en 2018 au niveau national, elle était de 89%. Mais il y avait aussi de plus en plus d'enfants non vaccinés dans des districts avec des nouvelles zones urbaines qui n'avaient non planifiées, qui étaient en développement. Et selon une évaluation faite au Zimbabwe en 2015, au niveau national, il y avait 10% d'enfants qui n'avaient jamais reçu de vaccin. Mais comme vous pouvez le voir, les villes que j'ai mentionnées, en commençant avec Harare, il y avait 2,5 et Mashingo avait 20,7% d'enfants qui n'avaient jamais reçu de vaccin. Donc, vous pouvez voir que malgré la couverture élevée, il y avait toujours certaines villes comme Mashingo où il y avait un nombre très élevé d'enfants non vaccinés.
Donc, comme vous pouvez le savoir, la plupart du temps, dans les zones urbaines, il y a une couverture élevée, mais cela masque parfois le fait qu'il y a des enfants non vaccinés. Et ce qui contribue, c'est le fait qu'en général, nous avons un problème parce que les vaccins ne viennent pas forcément et les gens rentrent et sortent de cette ville. Donc, ce n'est pas vraiment très clair au niveau de la population quand on regarde les données. On ne peut pas vraiment connaître la couverture exacte. Il y a eu des études, des conclusions de cette évaluation et le but était de fournir une base pour que le Zimbabwe puisse définir une stratégie afin de réduire les inégalités au niveau de la population pauvre urbaine. Mais les conclusions de cette évaluation sont pour 4 villes, mais nous voulons que les conclusions soient également utilisées par d'autres villes au sein du Zimbabwe, ainsi que d'autres pays. Suivant, s'il vous plaît. Oui, donc l'objectif de l'évaluation, c'était, comme je viens de dire, c'était d'identifier les enfants non vaccinés ou pas suffisamment vaccinés dans la population urbaine pauvre, mais également de révéler les différences intra-urbaines dans la couverture de routine, de souligner les raisons principales pour l'accès faible et pour la mauvaise utilisation des services de routine, et également de faire des recommandations pour améliorer la couverture pour ces populations. Plus spécifiquement, nous avons regardé le statut de vaccinal des enfants entre 24 et 35 mois dans ces zones, mais également pour identifier les facteurs associés avec les enfants non vaccinés ou non suffisamment vaccinés et développer des stratégies pour adresser les facteurs identifiés, mais également partager les améliorations en temps réel et les expériences avec d'autres villes dans le Zimbabwe. Et nous avons fait ça grâce à la communauté de pratique. J'en parlerai un petit peu plus en détail dans les diapositives à venir de la communauté de pratique que nous avons établie. Et enfin, nous voulions documenter les meilleures pratiques et de les partager sur différents forums, comme ce forum-ci. Suivant. Donc, en termes de méthodologie, l'analyse situationnelle a utilisé une méthode mixte et nous avons recueilli des données primaires et secondaires. Pour les données primaires, nous les avons recueillies de la part des professionnels de la santé et des informants clés qui ont été interviewés. Nous avons également eu des discussions de groupe, 11, et 22 discussions de groupe avec des maires et des personnes qui donnent des soins de la santé. Pour les données secondaires, nous nous sommes principalement appuyés sur l'ensemble de données de DHIS2. Donc, les villes étudiées ont été sélectionnées en collaboration avec le ministère de la Santé ainsi que le programme de santé du Zimbabwe. Et pour l'échantillonnage, nous avons utilisé un échantillonnage pour identifier les centres urbains et les localités participantes. Les critères utilisés pour sélectionner 4 centres urbains que j'ai mentionnés plus tôt, ça inclut le développement de la population rapide, l'existence de populations qui ne reçoivent pas de services et des épidémies prévisibles récentes où nous avons regardé les épidémies dans les villes, mais également ces villes où il y a une augmentation des enfants non vaccinés. Dans chaque ville, l'étude s'est concentrée sur 3 cliniques et leur entourage dans des zones mal servies. En termes de conclusion, le premier objectif, nous avons regardé le statut de vaccination. Donc, on peut voir que nous avons trouvé 17% d'enfants entre 24 et 35 mois qui ne sont pas complètement vaccinés. 1% n'étaient pas vaccinés du tout. 80% étaient totalement vaccinés et 2% ne connaissaient pas le statut vaccinal de leur enfant. Donc, en termes de données qui ont été rapportées en 2020 pour les enfants non vaccinés, c'était 7% et ceux qui n'avaient pas reçu leur vaccin, 14%. Nous avons également regardé les années précédentes, donc de 2016 à 2019, et le nombre d'enfants sous-vaccinés était aussi entre 11 et 14%. Suivant. Suivante, s'il vous plaît. Oui, donc, nous avons regardé, comme je vous ai dit, les facteurs associés aux enfants non vaccinés ou sous-vaccinés. Donc, parmi ces facteurs associés, au niveau des personnes qui donnent les soins
et qui ont des enfants sous-vaccinés. Ça inclut les personnes qui ne peuvent pas lire ni écrire. Également les coûts, donc payer plus d'1 $ pour atteindre le site de vaccination. Et également le temps qu'ils doivent passer pour accéder au service de vaccination. Mais également, il y a les mères qui ont perdu la carte de vaccination de leur enfant et elles ont peur de retourner à l'institution. Et elles ont tendance à ne pas continuer avec les vaccins. Nous avons également trouvé intéressant que ceux qui sont employés au niveau de ceux qui fournissent les soins aux enfants, c'est souvent ceux qui ont les enfants les moins vaccinés. D'autres facteurs qui ont été rapportés, c'est également les ruptures de stock de vaccins, pas suffisamment de cartes de santé pour l'enfant, pas assez de personnel, les attitudes et les temps d'attente à la clinique suivante. Oui. Donc, d'autres facteurs incluent également ne pas recevoir le vaccin à la clinique lors de la visite prévue. Nous avons fait des interviews de sortie et environ 23% ont dit qu'ils ont manqué leur vaccin le jour de la visite. Vous pouvez voir à Harare, il y a eu 31,9%. Kweke et Bulawayo également, ce sont parmi les personnes interrogées, ce sont les personnes qui ont essayé d'aller voir l'institution de santé, mais hélas, ils n'ont pas reçu de vaccin à cause de plusieurs raisons, et donc nous avons dû prendre ça en compte. Cela inclut également d'autres facteurs comme un nombre limité d'enfants qui peuvent être vaccinés par jour. Il y a un nombre limité qui est défini par jour. Donc, par exemple, une fois que ce nombre d'enfants est vacciné, les autres ne le sont pas. Et d'autres facteurs sont les personnes qui objectent au vaccin. En particulier, dans certains domaines, c'est lié à la religion. Et nous avons découvert également que certaines personnes qui objectent sur des bases religieuses ne vaccinent pas leurs enfants. Et ils ne reconnaissent, ou alors ils les font vacciner, mais ils ne disent pas qu'ils ont fait vacciner leurs enfants et laissent leur carte. D'autres facteurs, c'est qu'il y a des priorités, il y a une concurrence au niveau des priorités. Certains tuteurs ne peuvent pas quitter leur travail ou leurs activités, par exemple, en particulier ceux qui sont employés ne peuvent pas quitter leur travail pour emmener leurs enfants sur le site de vaccination. Donc, il y a des priorités concurrentes. Ça fait partie des raisons pour lesquelles les gens qui s'occupent des enfants ne les emmènent pas forcément se faire vacciner. Également, il y a peu de liens au niveau de l'engagement communautaire. Nous avons observé, comme je l'ai dit, au niveau des groupes de discussion, au niveau des professionnels de la santé dans la communauté, en particulier, il y a une formation récente en 2020. Nous en avons fait une évaluation. C'est malgré le fait que ces personnes sont formées, ils n'y ont pas forcément d'informations récentes, en particulier sur les nouveaux vaccins à inclure dans le calendrier vaccinal. Il y a eu des problèmes au fait que les cliniques ont des comités, mais qui ne fonctionnaient pas pendant le moment de l'évaluation à cause de la COVID-19. Suivante. Oui, donc, certaines des stratégies également que nous avons identifiées pendant l'évaluation, pendant la conversation avec les personnes qui donnent les soins aux enfants. Cela inclut renforcer les services de vaccination réguliers, à la fois par des services fixés et des services d'attente. Et ça, c'est parce que nous avons identifié beaucoup d'annulations de sessions. Donc, pour s'aligner là-dessus, nous avons suggéré, une des stratégies en tout cas, est de s'assurer qu'il y a un personnel adéquat, mais également des transports fiables pour aller sur les sites et aussi s'assurer la disponibilité de vaccins adéquats et de l'approvisionnement lié, renforcer également les liens de la communauté en éduquant la communauté et en faisant un suivi des jeunes enfants, recruter également plus de professionnels de la santé dans la communauté pour améliorer les liens avec les communautés. Une autre stratégie
à laquelle nous pensons que nous allons mettre en œuvre, c'est d'intégrer nos programmes d'atteinte avec d'autres programmes pour étendre la couverture vaccinale à d'autres domaines. Nous savons qu'il y a des services qui fonctionnent ainsi avec d'autres programmes, donc ce serait bien de les intégrer afin d'atteindre la couverture vaccinale. Et enfin, dernièrement, c'est également de faire des campagnes de régulières dans ces zones avec un fort nombre d'enfants non vaccinés. Suivante. Oui. Donc, à GSI, nous n'avons pas effectué l'évaluation et ensuite, nous ne sommes pas juste partis avec nos conclusions, mais nous avons essayé d'appuyer certaines activités malgré les défis dont j'ai parlé dans l'autre diapositive. Donc, nous avons aidé à des plans spécifiques pour 4 villes. Donc, comme vous le savez, nous ne pouvons pas planifier pour toutes les villes parce que les plans d'action doivent être spécifiques à une ville. Donc, nous avons assisté à cela et nous avons également assisté au développement d'activités de micro-planification au niveau des villes et nous avons également appuyé la conciliation et la documentation des meilleures pratiques et des leçons apprises. Et comme je le disais, nous avons partagé cela par la communauté de pratique qui a été établie. Suivante. Donc, nous avons également établi cette communauté de pratique, comme je l'ai dit. Le but de cela, c'était de partager les expériences de ces 4 villes avec 9 autres villes dans le pays afin qu'elles puissent adapter les outils, la méthodologie, conduire des évaluations, développer des stratégies et suivre le projet de progrès pour les enfants non vaccinés. Donc, nous avons identifié des membres de 9 villes et pendant cette étude, pendant l'évaluation, et ensuite, nous les avons orientés. Nous avons également déterminé des canaux de communication de préférence et ensuite 60 membres ont été identifiés parmi ce groupe pour faire partie de la communauté de pratique et cette communauté de pratique a été lancée au niveau national et ça inclut également des membres et des partenaires de l'OMS, de l'UNSF et diverses sessions ont été tenues par la plateforme Booth pour partager des leçons apprises pendant l'évaluation, mais également pour partager les outils, la méthodologie que nous avons développée pour ces villes pour qu'elles puissent conduire leur propre évaluation. Suivante. Oui, donc en termes de défis, comme je l'ai dit plus tôt, nous avons eu un financement limité et sur le court terme, parce que nous avons fait ça par financement au niveau de Gavi. Habituellement, le financement Gavi est limité au niveau du montant d'argent, mais également au niveau du temps. Donc, nous avons eu également des défis et des délais dans la mise en œuvre à cause de priorités concurrentes. En particulier, il y a eu la COVID, manque de financement pour mettre en œuvre certaines des recommandations. Comme je l'ai dit, ça a été compliqué de financer certaines des activités, mais nous avons réussi à développer des stratégies recommandées. Et ensuite, au niveau de la communauté de pratique en particulier, nous avons eu quelques défis en termes de participation, du fait de diverses raisons, en particulier la connectivité, mais également nous avons eu un manque de participation régulière de la part des membres. Nous pensons que pour que cela se passe mieux, nous devons avoir une assistance qui aille au-delà de l'évaluation pour pouvoir mettre en œuvre des stratégies. Pour la communauté de pratique, c'est un nouveau concept au niveau du ministère de la Santé et des villes. Nous pensons qu'il faut plus de temps et plus d'efforts pour persuader, mais nous pensons également que l'évaluation doit être liée à Gavi, HSS et également au ministère de la Santé et à son programme de vaccination pour aider à adresser les besoins au niveau urbain. Et nous devons aider le ministère de la Santé à ce programme de vaccination. Et enfin, suivant, ça va être la dernière diapositive. En conclusion, nous pensons que mettre en œuvre la vaccination en milieu urbain doit être multisecteur et multi-collaboration pour que cela se passe bien. Mais il faut également plus de ressources au niveau des besoins financiers, des besoins humains qui doivent être alloués pour adresser les inégalités dans les domaines urbains pauvres.
Les liens au niveau de la communauté sont absolument vitaux dans ce programme de vaccination urbain, car comme vous le savez, on ne peut pas faire une stratégie taille unique pour les zones urbaines. Chaque zone urbaine a ses propres caractéristiques, donc c'est très important d'établir des liens avec la communauté pour être sûr d'avoir une stratégie appropriée. Et enfin, en dernier, mais tout aussi important, il faut une période de mise en œuvre courte et un financement, par exemple, par Gavi, c'était vraiment une limitation pour pouvoir mettre en œuvre une stratégie au-delà de cette évaluation. Donc, je vous remercie. Donc, merci Nasser pour ce fantastique résumé en termes de présentation et sur votre expérience. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions qui arrivent. Je regarde le chat. Donc, pendant qu'on passe à la présentation suivante, n'hésitez pas à partager ensuite avec nous et nous allons étendre l'expérience du Pakistan. Aftab, donc merci Ibrahim, bonjour, bon après-midi, bonsoir collègues. Je vais partager la stratégie de mise en œuvre et d'autres stratégies sur la façon dont nous avons essayé d'atteindre ces enfants zéro dose. Donc je vais commencer, comme mon collègue Nasser l'a mentionné, par remercier Gavi. Merci Gavi. Grâce à Gavi, nous avons pu appuyer ce programme national de vaccination en particulier. Et enfin, au milieu de ce projet, quand nous avons réalisé qu'il y avait eu des limitations au niveau de la vaccination urbaine, et y compris la couverture, c'est pour la première fois en 2019 que ce travail a été commencé et nous avons essayé d'atteindre les bidonvilles et les grandes villes. Donc, suivante, s'il vous plaît. L'urbanisation dont Ibrahim a parlé, c'est une urbanisation relativement récente. Nous avons un développement, une augmentation de zones urbaines et de bidonvilles. Maintenant, en Pakistan, la moitié de la population urbaine est divisée en 10 mégavilles, selon les recensements, et plus de la moitié de cette population, 32 millions, vit dans des environnements qui sont qualifiés de bidonvilles temporaires, des bidonvilles urbains. Ces bidonvilles ont les mêmes caractéristiques, comme mon autre collègue l'a partagé. Nous avons une grosse proportion, moins d'enfants qui n'ont reçu aucune dose de vaccin dans ces mégavilles. Suivante, s'il vous plaît. Donc, l'initiative urbaine au niveau de la santé, nous avons développé une stratégie. C'était basé sur la boîte à outils urbaine mondiale afin cela doit être mené par le gouvernement et par initiative du gouvernement. Ça ne doit pas être un projet sur le court terme. Et nous nous sommes assurés que ce calendrier, cet ordre du jour, intégrait le système de vaccination existant au niveau du contexte, parce qu'il y a différents contextes au niveau des grandes villes et des contextes très différents ailleurs. Au niveau du siège, nous avons sélectionné parmi ces 10 mégavilles afin de se concentrer sur ces enfants qui n'avaient reçu aucune dose. Il y avait environ 40% d'enfants sans dose dans une seule des villes. Ensuite, nous voulions capitaliser sur les ressources disponibles pour la polio et nous sommes passés de cela pour intégrer l'approche de livraison de services, en particulier les ressources des services de vaccination. C'est appuyé sur des partenariats efficaces, en particulier avec les CSO et les fournisseurs et la livraison de services. Ensuite, enfin, ce qui est le plus important à ce niveau, c'est que nous voulions avoir une implication au niveau de la communauté qui soit durable, surtout au niveau des bidonvilles. Cette initiative nous
nous permettra d'atteindre des enfants zéro dose et de savoir qui sont ces enfants, où ils sont, pourquoi est-ce qu'ils ne reçoivent pas d'accès et comment est-ce qu'on peut les atteindre. En se basant là-dessus, une fois qu'on sait où ils sont et qui ils sont, nous pouvons faire un genre de profilage au niveau de ces villes où nous avons pu profiler environ 400 000 personnes dans ces bidonvilles urbains. Il y a ces doses où il y a eu une faible couverture, un peu d'enfants à zéro dose, mais ce ne sont pas forcément des bidonvilles, ces zones. Donc, par exemple, dans ces secteurs, dans ces mégavilles, j'ai listé nos activités que nous avons conduites dans ces zones grâce au support de Gavi et d'autres partenaires qui nous ont, comme GSI, qui nous ont assistés et qui nous ont permis de soumettre cette stratégie de vaccination dans les bidonvilles. Et nous sommes toujours en train de faire un suivi avec le gouvernement pour que le gouvernement puisse allouer des ressources financières. Mais nos activités sur lesquelles nous sommes mis d'accord, au niveau des stratégies. Nous avons déjà commencé à les mettre en œuvre. Donc, les activités sont listées ici. Donc, aujourd'hui, je vais présenter une des initiatives. C'est l'initiative de dose de naissance 24 sur 24 qui a été mise en œuvre dans ces mégavilles. Parce que pendant notre analyse des barrières, nous avons découvert que beaucoup de problèmes de livraison, ça devrait être fait dans les grands hôpitaux, mais ça ne se fait pas. Donc, il y a eu beaucoup de foyers où les enfants ont été renvoyés chez eux sans les vaccins. Donc, après avoir accouché, par exemple, la mère doit rester à la maison pendant 40 jours et c'est là que les enfants ne sont pas vaccinés. C'est des opportunités manquées. Donc, nous avons commencé à avoir des sites de vaccination 24 heures sur 24 pour vacciner les enfants qui n'avaient jamais reçu aucune dose. Donc, tout d'abord, nous sommes basés sur ce qui a été recommandé. Pour faire cela, les recommandations directes, nous avons également eu des opportunités de partenariat. En particulier au niveau, nous avons eu un forfait pour nous aider à faire cela. Nous avons commencé à inscrire les enfants à la naissance, par exemple, suivant. Les activités clés que nous avons commencé à mettre en œuvre. Donc, par exemple, il y a eu l'initiative de vaccination de première dose à la naissance. La deuxième chose que nous avons fait, c'était quand nous sommes basés sur la communauté, je vais parler de ça, nous sommes basés sur un hôpital en 2020 et ensuite nous avons étendu cela à 4 hôpitaux. Nous avons à présent 48 sites dans plusieurs zones différentes. Could you slow down a little bit, please, for the interpreter? Yeah, sure. Thank I will you. Thank you try. very much. Si vous pouvez ralentir un petit peu pour l'interprète. Oui, désolé, c'est parce que j'ai vu qu'il ne me restait que 4 minutes. Oui, donc suivant. Je vais partager maintenant la composante basée sur l'institution de santé. Donc, voici les activités clés. En particulier, l'évaluation conduite au niveau de l'hôpital et la consultation. Nous avons fait des consultations avec les parties prenantes. Ensuite, tout ça a été suivi par une évaluation, par une sensibilisation du personnel de vaccination et ensuite la formation au niveau des ressources humaines, en particulier pour les femmes qui peuvent administrer les vaccins. Et enfin, nous avons pu commencer les vaccins. Suivant. Donc, en ce moment, voici les sites. C'est le total des sites. Nous avons 48 sites qui fonctionnent à la fois dans les secteurs publics et privés. Donc, ce sont toutes les villes que vous pouvez voir. Ce sont les provinces où nous avons ces sites suivants.
Donc, voici les résultats. Je veux dire, quand nous avons commencé, nous avons regardé le vaccin BCG, qu'il y avait environ 16% dans certaines zones du pays. Et les nouveau-nés vaccinés maintenant, au niveau par OPV et BCG, nous avons plus de 90% de couverture dans ces zones. Suivant, s'il vous plaît. Et plus de 200 000 nouveau-nés ont été vaccinés dans ces zones à partir de la première année, parce que nous avions un nombre limité de sites. En 2022, nous sommes étendus. Maintenant, parmi ces 225 000 sur ce total, il y a environ, nous avons vacciné une grande partie de ces enfants. Et nous avons formé beaucoup de professionnels de la santé qui les suivent à présent au niveau des communautés. Nous avons pu lier cela. Nous avons pu lier cela grâce au programme de vaccination. Nous pouvons nous assurer que les personnes qui administrent les vaccins font un calendrier pour pouvoir suivre les vaccins et s'assurer que les gens les reçoivent, suivant s'il vous plaît. Les défis principaux que nous avons trouvés, en particulier grâce à Gavi, il n'y a pas eu de problème au niveau du financement. Par contre, les mécanismes de suivi ont présenté un gros défi dans ces zones, en particulier où on n'avait pas de système de programme de vaccination électronique d'enregistrement. Donc maintenant, nous pouvons avoir un suivi et nous pouvons suivre le calendrier. C'est un défi. Ainsi, la disponibilité de personnel pouvant administrer les vaccins qui sont des femmes et aussi le fait que des vaccins sont gâchés et la disponibilité du vaccin contre l'hépatite B sont un défi. Et enfin, comment avancer pour commencer un système de suivi fonctionnel qu'on intègre au système d'information qui sont existants. Ensuite, dans tous les hôpitaux tertiaires et également les maternités et les hôpitaux sièges, y compris le secteur privé, il faut une planification complète. Il va falloir étendre ce programme de vaccination dans les maternités parce qu'il y a plus de 10 accouchements par jour dans certains de ces hôpitaux et il faut établir ce modèle pour le mettre en œuvre et documenter les leçons apprises. Suivant, s'il vous plaît. Sur ce, merci beaucoup et nous sommes disponibles pour répondre s'il y a des questions. À vous, Ibrahim. Merci beaucoup, Aftab, et merci beaucoup aux présentateurs. Nous avons entendu ces présentateurs qui ont présenté la stratégie de vaccination au Lagos et il y a beaucoup de questions sur ce sujet ainsi que sur le statut. Nous avons eu Nasser qui a présenté un travail sur l'évaluation dans 4 villes des enfants qui avaient reçu aucune dose et des bonnes pratiques et parler de la collaboration entre secteurs. Et maintenant, nous avons fini en parlant des interventions 24 heures sur 24 pour s'assurer que les enfants ont accès à des vaccins à partir de l'accouchement. Merci beaucoup. Nous avons vraiment beaucoup de questions de la part du public. Et il y en a plusieurs qui arrivent. Si on peut en choisir quelques-unes, Rachel. Oui, il y a un chat questions-réponses très actif et nous apprécions beaucoup que les présentateurs soient là pour y répondre. Je voudrais en parler de quelques-unes questions avant d'ouvrir. Donc, si vous pouvez élaborer sur le coût des vaccins pour les pauvres en milieu urbain, est-ce qu'il y a... il y a des gens qui doivent payer plus d'1 $, vous avez dit, et est-ce que vous pouvez parler un petit peu plus de ça et dire s'il y a des solutions qui ont été proposées à ce niveau? Oui, merci Rachel. Donc, ces coûts-là sont associés aux coûts de transport, parce que ce que nous avons identifié, c'est que la plupart des gens pauvres en milieu urbain n'ont pas accès aux services, ils n'ont pas accès aux institutions de santé qui fournissent ces programmes de vaccination. Et dans la plupart des domaines, il n'y a soit aucune session pour les atteindre planifiées, ou alors ces sessions sont planifiées, mais on ne les fait pas régulièrement. Donc, les professionnels de soins de la santé doivent voyager.
jusqu'à l'endroit où ils travaillent et les patients doivent voyager. Et donc, on parlait de 1 dollar américain, c'est en particulier donc le transport pour que le professionnel de la santé emmène les enfants à cette institution de santé. Donc, en termes de stratégie pour réussir à passer outre cela, c'est qu'il y a une solution pour cela, c'est de s'assurer qu'il y a un programme de sensibilisation, il y a des programmes de sensibilisation qui sont régulières. Comme ça, c'est une autre façon pour les institutions de santé de sensibiliser et d'aller dans ces zones directement. Donc, c'est aider les institutions de santé à planifier justement leur programme d'atteinte, de sensibilisation, afin qu'ils puissent établir des programmes pour aller sur place dans ces domaines. Mais à nouveau, sur le long terme, nous avons également besoin de construire des institutions de santé dans ces zones. Donc, merci. Merci, Nasser. Donc, juste rapidement, Ijeoma, j'ai une question en ce qui concerne les vaccins le week-end et les vaccins le soir, si vous pouvez commenter sur cela. Et enfin, le rôle du secteur privé, comment vous faites pour impliquer le secteur privé? Quel est leur rôle spécifique? Et également pour commenter sur le statut de la stratégie urbaine. Oui, oui, merci beaucoup. Donc, je vais répondre. Donc, au niveau des vaccins le week-end, cela doit être fait dans les centres de santé. Les centres de santé qui fournissent un service 24 heures sur 24. Et les défis que nous avons rencontrés, c'est que les professionnels de santé ne veulent pas spécialement rester juste pour quelques enfants, en particulier au niveau du BCG. Ils ne comprennent pas pourquoi ils devaient rester là. Donc, c'est pour ça que souvent, les personnes doivent venir la journée et c'est ça le problème parce que c'était fait justement, les vaccins le week-end, c'était fait pour les gens qui ne peuvent venir que le week-end. Mais nous avons effectué des formations et également nous avons fait des activités de développement des compétences au niveau de ces institutions pour pouvoir faire venir les enfants pour qu'ils soient vaccinés. C'est quelque chose sur lequel nous devons continuer à insister, mais c'est un des défis très principaux au niveau des vaccins. Tellement des défis qui sont liés au niveau des LGA, parce que pour certaines personnes qui donnent les soins, c'est un des défis principaux que nous avons vu justement, c'est le fait que les gens ne veulent pas rester spécialement. Au niveau du secteur privé au Lagos, pour améliorer la couverture, nous avons vu une assistance très limitée du secteur privé quand il s'agit de la vaccination. Mais nous avons identifié des opportunités de partenariat au niveau du Lagos et principalement, ça a été au niveau du coaching et de la logistique pour s'assurer de délivrer les vaccins jusqu'au dernier kilomètre. Ça, c'est un domaine dans lequel nous avons vu identifier des opportunités d'assistance pour aider à la vaccination. Désolée, pardon, quelle était la dernière question? C'était sur les stratégies urbaines au Lagos. Ah oui. Donc, c'est ce qui est en train d'être mis en œuvre actuellement. Intégrer des programmes de sensibilisation qui sont faits toutes les semaines sur les LGA que nous avons identifiés et sur les zones thématiques que nous avons identifiées. Nous sommes en train de mettre en œuvre une stratégie. Je sais qu'il y a des défis en ce qui concerne le financement. Principalement, c'est financé par des donneurs, mais nous continuons à travailler là-dessus et nous continuons à effectuer des activités de plaidoyer quand il s'agit justement d'atteindre ces enfants. Donc, merci, Joma. Après, je vois une question en ce qui concerne un système de suivi dans les pays et comment est-ce que ça aide le système afin d'attendre les enfants pour les vacciner. Est-ce que vous pouvez répondre rapidement? Oui, merci pour cette question. Donc, tout d'abord, nous essayons d'identifier les communautés. Oui, il y a des choses qui sont faites au niveau de la communauté, des systèmes qui sont déjà en place, mais ce que nous avons fait,
ce que nous avons fait pour le moment, c'est initier un certain niveau de détection afin de détecter les enfants qui n'ont reçu aucune dose et également d'identifier les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Donc, nous allons essayer d'étendre cela à différents domaines et de faire des enregistrements, des inscriptions au niveau de la communauté, mais c'est souvent, ces personnes, des professionnels de la soins de la santé sont placés parfois dans des zones rurales et donc il faut établir des programmes. Maintenant, nous avons un programme, par exemple, pour la polio dans certains domaines. Nous essayons d'utiliser ce programme et maintenant, nous essayons, avant, c'était basé sur du papier, sur des documents papier, ce produit, mais maintenant, nous essayons de numériser tout le système et nous essayons de lier ce système papier au système électronique. Et dans certaines zones, nous avons, mais dans certaines provinces, nous devons mettre en œuvre. Et nous voulons utiliser le même système pour mettre en œuvre et voilà, pour utiliser ce cadre de travail au niveau de la détection, au niveau des foyers. Voilà, j'espère que ça répond à votre question. Oui, merci beaucoup. Je vois beaucoup de questions, mais nous n'avons déjà plus de temps. Et je crois que nous allons répondre à ces questions et partager des liens ainsi qu'un lien à l'enregistrement. Mais laissez-moi maintenant passer la parole à Alex pour fermer. Alex, à vous. Oui, merci beaucoup. Oui, il y a beaucoup de questions qui restent. Nous allons voir si c'est possible d'y répondre à l'écrit. Je vais voir avec vous par email. Dans tous les cas, merci beaucoup pour cette présentation. J'espère que tout le monde a aimé le contenu, comme moi, je l'ai beaucoup apprécié. C'est la dernière session de cette série. Et en attendant, nous allons envoyer tous les liens vers les enregistrements ainsi que les diapositives afin que vous ayez accès à tous les matériels. Et oui, merci beaucoup. Merci d'avoir suivi ce webinaire, cette série de webinaires. Nous vous enverrons un lien vers les pratiques communautaires, la communauté de pratiques pour les enfants qui n'ont reçu aucune dose. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter par email. Donc, merci beaucoup tout le monde. C'était une série de webinaires fantastiques. Cette session était excellente et je souhaite à tout le monde une très bonne journée, un bon reste de la journée. Restons en contact et on se verra pendant un autre webinaire TechNet 21 ou au niveau de la communauté de pratique pour les enfants qui n'ont reçu aucune dose. Bonne journée tout le monde. Au revoir. Merci.